Bonjour, je suis le Dr David Petler, directeur scientifique pour la recherche canadienne, qui aussi comme SIMPR, sont remerciés d'être parmi nous aujourd'hui pour ce symposium. Merci pour être dans ce symposium aujourd'hui, et donc une recherche qui porte le décor pour le chapitre suivant. Avant que nous ne commencions, donc, et de rendre hommage aux peuples autochtones des terres sur lesquelles nous sommes aujourd'hui. Nous nous rencontrons virtuellement aujourd'hui, mais je voudrais prendre un moment pour rendre hommage aux terres qu'on appelle notre maison. Nous faisons ceci pour réaffirmer notre engagement et notre responsabilité pour améliorer les relations entre les nations et pour améliorer notre propre compréhension des peuples autochtones locaux et de leur culture. Ce symposium n'aurait pas été possible sans le dévouement des vétérans et des familles et des conseillers chercheurs, le Dr Heidi Cram, qui a travaillé avec beaucoup des présentateurs des business aujourd'hui pour mettre au point ce symposium. Donc merci beaucoup Heidi. Maintenant, je voudrais inviter les associés et le directeur scientifique, le Dr Stéphanie Bélanger, qui va prononcer quelques mots. Merci Stéphanie. Merci Dave, c'est toujours un plaisir pour nous mettre au premier plan les proches du personnel militaire et donc nous sommes bien heureux de votre présence aujourd'hui. Les experts du champ vont partager comment la recherche se fait ce champ. Ils vont représenter le symposium et la recherche et ils vont discuter d'autres choses et pour améliorer la recherche que nous faisons. J'attends avec impatience d'apprendre pour en savoir plus. C'est maintenant mon plaisir d'inviter le Heidi Francis, qui a été conseiller de recherche dans le VRHPH et donc de l'école à l'Université Queen's pour commencer donc ce symposium. Heidi, vous avez la parole. David, merci beaucoup pour votre introduction. C'est mon privilège de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui à ce symposium d'aujourd'hui. Au cours des 10 dernières années, beaucoup de vétérans au Canada ont été marqués par une vision collective parmi les scientifiques, les présentateurs, la recherche, les recherches et les membres eux-mêmes. Par SIMPR, on a vu une augmentation dans l'impact de la recherche avec une croissance dans la croissance qui est si fondamentale au succès de nos entreprises communes. Aujourd'hui, nous sommes heureux de réfléchir par le travail d'un groupe d'élèves dévoués et sur le champ qui va y réfléchir plus tard. Nous entendrons ce que nous savons maintenant sur les familles par le leadership. Aussi, on va souhaiter la bienvenue à nos collègues Murphy, qui va nous inspirer avec son travail international. Après la présentation, ensuite, on va avoir des panels où Nostem, le premier dirigeant de la famille et collaborateur du SIMPR, va animer et faciliter des questions et des réponses. Participer sur le chat en français avec Semi Béger et on va répondre à vos questions. Nora, vous avez la parole. Bonjour tout le monde, c'est un plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à ce symposium très important. C'est mon objectif comme animatrice d'établir un établissement pour chacun d'entre nous pour qu'on puisse tous nous entendre. La première chose que nous allons expérimenter ensemble, c'est une vidéo qui a été faite par un groupe donc d'élèves qui vont nous donner un aperçu de leur expérience et de leur perspective sur l'histoire de la recherche de ces familles de militaires au fil des ans. Donc, passons à la vidéo. Les règles, la nature qui évolue de la famille recherche par l'Institut canadien pour la recherche, l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans. Il n'y a pas si longtemps, les chercheurs étaient en fait très très peu et du travail très important a été fait, mais dans des silos. Et donc, il fallait l'aide pour s'épanouir de leur propre chef. Et donc, ça ne demandait qu'un peu de temps, aidé par
par Simver qui a été établi en 2010 et par le rapport du ministère de la Défense en 2013 qui a démontré qu'il y avait un engagement de la politique des politiques sur les familles militaires. Ce champ s'est épanoui dans des domaines très importants, conceptuellement et méthodologiquement, et dans le travail et par les collectivités et de réseaux interdisciplinaires de chercheurs, des scientifiques du gouvernement, des élèves et des défenseurs des familles, des prestataires de services et des politiques. En 2015, Simver a lancé le journal des vétérans et de la recherche qui a été créé un groupe fertile pour développer le champ. L'un des c'était de faire le journal et de faire des familles de militaires un domaine de recherche. À cette époque, la recherche sur les familles de militaires au Canada s'était occupée d'un problème et utilisait des données non canadiennes pour expliquer les familles des familles militaires ou bien appliquer des concepts étroits ou obsolètes de famille, donner des informations sociodémographiques, mais rarement des évaluations de programmes ou de politiques concernant ces familles et se fiait sur les voix et les données de militaires et parfois de leurs épouses, mais pas souvent d'autres membres de la famille. Depuis, le nombre d'articles reposant sur les familles qui a été publicité par Simver a vraiment augmenté exponentiellement et maintenant c'est 24% des publications au total. En 2015, seulement 3 articles ont été publiés, mais 5 ans plus tard, ils en étaient 17. Aussi, pendant que le journal a été le domicile où beaucoup de chercheurs en famille militaire ont été publiés, d'autres chercheurs par rapport des 4 coins du globe ont aussi contribué. Le climat a continué à être favorable aux besoins des militaires, montrant les militaires qui reconnaissent les familles dans des familles. Le Canada 2017 aussi avec le développement du plan famille militaire par CMM en 2018. Les rapports tels que ceux qui ont publié par Lancer nous ont aussi aidé à comprendre qui sont les 100 000 membres de famille connectés aux 68 000 et les forces régulières des membres sont. Maintenant, on sait que ces familles changent. Même si la définition ne change pas. Mais les épouses sont plus éduquées qu'avant. Et pour certains, ils suivent leurs partenaires, même ils s'engagent dans l'armée, qui renforce que la force des familles doit être appréciée, non pas derrière l'uniforme, mais à côté de l'uniforme. Au début de 2021, la publication du rapport Oblio a aussi ouvert une nouvelle page suggérant que les familles ont des besoins de santé mentale qui doivent être servis indépendamment du plan de traitement des vétérans. Maintenant que le champ a évolué, la recherche dans l'écosystème a donné une image nuancée des vétérans et des familles de militaires. Maintenant, il y a plus de diversité parce que maintenant, les membres des familles sont inclus dans les recherches d'études et qui sont publiées dans le journal et qui sont présentés à des forums. Les élèves font partie de la capacité dans le champ. Le travail des élèves dans notre laboratoire est d'aller au-delà de facteurs d'absence, de facteurs de vie, risques et de déménagement et de la transition de l'armée vers la vie civile pour considérer d'autres domaines de la famille tels que le sport, les loisirs, les handicaps, les soins, l'éducation, l'effet de Covid, les programmes sur santé mentale, les suicides, le recrutement de membres de famille qui s'inscrivent dans l'armée et d'autres groupes tels que le personnel de la sécurité publique. En tant que maintenant que les chercheurs sur les familles de militaires continuent à se développer, le travail a commencé à porter ses fruits.
Maintenant, nous plantons le décor pour le décor suivant qui, par une bonne collaboration, une bonne formation, doit et devra inclure une diversité de voix, de familles, plus de théories sociaux et l'évaluation des programmes à cette population unique et dont on a besoin, dont on analyse les motivations, les changements des familles militaires et les liés aux questions stratégiques telles que le recrutement, la rétention et le sentiment d'appartenance. Merci aux élèves pour si les familles ont été développées conjointement par les élèves de l'Université Queen's. Merci donc aux élèves pour cette belle vidéo. Maintenant, cette évolution décrit comment les choses ont grandi dans un laps de temps très court. Nous attendions environ 15 à 20 personnes à notre premier atelier et on s'est retrouvé avec plus de 50 personnes. Aujourd'hui, nous avons plus de 300 personnes qui sont avec nous aujourd'hui. Beaucoup de ces personnes ont contribué à la croissance de ces connaissances et notre compréhension des vétérans et des familles de militaires sont avec nous aujourd'hui. L'un de ces leaders et Deborah Norris. Dr. Norris fait partie du service des familles militaires à Mount St. Vincent à Halifax et donc elle a étudié les familles, les mesures quantitatives, les théories quantitatives et a fait beaucoup d'études et d'enseignements dans les domaines de relations familiales, la violence familiale et les méthodes de recherche. Et donc j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue au Dr. Deborah Norris qui va nous donner notre présentation d'ouverture sur l'histoire de la recherche sur les familles de vétérans militaires au Canada. Donc, Deb, vous avez la parole. Merci, Dora. Et merci à Simber et les organisateurs de ce symposium pour l'invitation de partager des réflexions sur la croissance de la recherche sur les familles de militaires au cours des 20 dernières années. Transparence suivant, s'il vous plaît. Une recherche qui a été reprise par moi et des collègues il y a quelques années nous a donné quelques aperçus du passé où la recherche des militaires est d'abord c'était la recherche était linéaire, la recherche était une ligne directe entre les institutions militaires et les résultats pour les familles où les étapes de la vie étaient mutuellement exclusives et non pas comme une série de processus qui se chevauchaient ou bien qui se croisaient. Deuxièmement, la recherche était unilatérale et donc on mettait l'emphase sur l'impact de la vie militaire sur la famille, mais pas l'inverse entre les deux. Ensuite, la recherche était portée sur les risques et les problèmes. Les familles de vétérans étaient dépendantes, vulnérables et puis étant bloquées par les impératifs de la vie de l'armée. Et quatrièmement, les analyses dans cette recherche se portaient sur les familles traditionnelles ou en capitalisation des familles, et c'était donc la définition après la Seconde Guerre mondiale qui était nucléaire et donc c'était un homme, une femme et où donc les fonctions de famille étaient organisées par sexe. Et enfin, cette recherche n'était pas canadienne et il y avait très très peu d'études faites au Canada. Transparent suivant. Voici une illustration de la recherche a varié avec mon expérience et c'était les premières familles et recherche au Canada où Darkline qui a de nouveaux diplômes en études familiales où j'ai été invité à appuyer le nouveau personnel à mettre au point et à mettre en œuvre des programmes de parentage militaire aussi que des programmes de partenariat militaire.
les membres de famille qui ont participé à ces programmes au début n'avaient pas d'expérience sur les vétérans qu'on trouvait dans la littérature. En fait, ces familles étaient résilientes, pleines de ressources et étaient plutôt des solutionneurs de problèmes et qui battaient des capacités. Les relations avec les relations ne dépendaient pas, mais étaient interdépendantes. Mais la curiosité sur cette variance entre ce que je voyais dans mes programmes et ce que la littérature, les textes me disaient, m'a éveillé ma curiosité, mais aussi m'a dit comment la recherche m'a permis d'entamer une carrière dans la recherche sur les familles de militaires. Transparent suivant. Donc maintenant, au cours des 15 années suivantes, j'ai eu la chance de travailler avec des collègues qui ont fait de la recherche et qui m'ont permis de travailler avec eux pour explorer certaines des priorités auxquelles faisaient face les militaires de l'époque, comme par exemple, ils s'intéressaient sur l'impact de la réduction du logement à cette époque, et aussi il y avait un intérêt pour comprendre ce que ça voulait dire pour les militaires, une augmentation dans le nombre de partenaires dans l'armée. Il y avait aussi, il fallait s'occuper des effets de l'impact des opérations aux quatre coins du monde et correspondait aussi la recherche à laquelle j'ai participé avec ses collègues au ministère de la Défense aussi s'occupait aussi, s'intéressait aux militaires femmes qui avaient des enfants et puis, ou bien qui étaient des soignants. Et donc je suis très heureuse et reconnaissante de ces opportunités de recherche dont je bénéficie encore aujourd'hui. Les projets étaient tangents et sporadiques, mais c'était pas le programme de recherche n'était pas systématique jusqu'à transparence suivant. Le développement de l'Institut canadien de recherche sur la santé des militaires et des vétérans, l'ICRFCV, peut être décrit comme un vétéran de recherche, ça peut être décrit comme ça change les règles du jeu, non seulement pour moi et mon programme de recherche, mais pour d'autres personnes. Ça réduit les silos entre le gouvernement et pour moi en tant que civilien. Et comme chercheur, ça crée des réseaux à travers des disciplines et des secteurs qui m'ont permis de saisir et de mieux cibler ma recherche sur les familles de militaires. Transparent suivant. Donc, qu'est-ce qu'on sait maintenant sur les familles de vétérans de militaires qu'on ne savait pas à l'époque? Transparent suivant. Eh ben, d'abord, pour commencer, on sait qu'on apprécie mieux la diversité des familles. Une analyse, autrement dit, des familles, ce n'est plus un concept monolithique dans les familles et la recherche sur les familles de militaires au Canada. La complexité, la diversité de la vie des familles était maintenant reconnue dans la recherche et la recherche traduit cette nouvelle connaissance. Ensuite, les relations entre l'expérience militaire et les familles, c'est maintenant bilatéral et non pas unilatéral comme c'était à l'époque. Maintenant, cette reconnaissance de la réciprocité nous a permis de comprendre un phénomène particulier, et c'est que maintenant le travail des militaires et des familles des vétérans peuvent être réduits au travail, peut être associés au travail dans les institutions militaires. Et ensuite, sur la contribution des familles de vétérans et de familles, l'armée n'aurait pas pu remplir sa mission, et aussi sans l'aide de l'armée, les familles, la santé et le bien-être des familles auraient aussi été compromis. Transparent suivant. Il y a aussi une reconnaissance accrue dans la littérature aujourd'hui que la résilience des vétérans de famille et des militaires, et cette résilience caractérise les familles, que ce soit pendant le processus ou le résultat. Et de plus, maintenant on comprend que les familles, la résilience des familles de vétérans et des militaires n'est pas seulement une faculté que vous avez ou que vous n'avez pas, que ce soit une famille binaire de la résilience, mais plutôt ça se développe grâce à des interactions entre les facultés interpersonnelles et personnelles des militaires et des familles de vétérans, et aussi dans le tissu social qui anime leur vie. Ce qui me mène au quatrième critère où
ou caractéristiques de la recherche, à savoir que le contexte est important. La reconnaissance de ceci a facilité la croissance dans le développement des théories qui est un fondement utile pour la recherche continue sur la vie des militaires. Par exemple, le modèle psychologique où les familles de militaires et de vétérans sont situées conceptuellement dans une sphère plus large d'influence dans leur collectivité en ce qui concerne des programmes et des politiques et aussi dans les institutions militaires au sens large, et ce modèle se retrouve avec la recherche qui est continue à présent. Transparent suivant. Donc, merci pour l'occasion de vous donner un aperçu rapide du passé et là où on en est aujourd'hui, c'est-à-dire où on peut maintenant tirer les leçons du passé, consolider ce que nous savons et comprendre quels sont nos travaux à l'avenir. Donc je serais heureux de travailler avec vous sur ce symposium pour comprendre non seulement où nous en sommes aujourd'hui et d'où nous venons, mais quelles sont nos étapes suivantes. Donc merci beaucoup. Merci Dr Norris pour nous avoir parcouru cette histoire pour nous. Et comme vous avez pu voir de la vidéo des élèves et par la présentation du Dr Norris, vous commencez à comprendre la complexité et de l'importance de la recherche sur les familles de militaires et de vétérans au cours des 5 à 10 dernières années. Ensuite, nous avons un autre leader canadien dont le travail a été très important pour développer notre compréhension des familles de vétérans et des familles de militaires. Et donc, je voudrais présenter Linda Mercier, qui est la directrice exécutive de la recherche et des programmes stratégiques pour les familles de militaires au centre donc canadien. Et maintenant, elle fait de la recherche sur les besoins des familles militaires et des modèles de résilience des familles pour implémenter le développement du plan des familles militaires. Elle a fait des évaluations sur les besoins et aussi sur la santé mentale et les besoins des enfants et des aides à des populations particulières et à des programmes et l'évaluation de programmes de services. Et donc, j'ai le plaisir de présenter Linda qui va maintenant nous parler. Merci. Linda. Bonjour, je suis Linda Manser et je suis la directrice associée de la famille de recherche et des programmes stratégiques pour les services de D'abord, maintenant, dans la foulée de la présentation du Dr Norris au cours des 20 dernières années, maintenant je vais discuter ce que nous savons sur les familles contemporaines dans l'armée. D'abord, en 2018, c'est fait la tâche de faire de la recherche pour informer sur le rôle de développement sur le plan de recherche, et ça faisait partie de la politique. Et donc, nous avons appuyé les familles militaires pour comprendre qui sont les familles de militaires Canada et quels sont les obstacles auxquels elles sont confrontées. Ensuite, on a des modèles sur les familles, on a des commissions sur des recherches et on a passé en revue plus de rapports sur des recherches pour identifier les besoins. Nous avons analysé 200 services. Nous avons demandé aux parties prenantes de valider les conclusions et de développer des options pour trouver des solutions réalistes. Et d'autres, par ceci, on a fait des recommandations pour que les familles soient toujours là et puissent demander des services qui sont disponibles et les appliquer dont on a besoin. Et voici un résumé rapide de ce qu'on a constaté. Maintenant, historiquement, la famille a été définie comme un membre de la famille, et généralement le mari, et donc la mère est civile, et les enfants et les démographiques de la famille changent aux familles. Donc, notre recherche et les services doivent évoluer. Donc, combien de familles de militaires avons-nous au Canada? Pour commencer, soyons clairs que ces chiffres datent du mois d'août 2017. Et maintenant, les démographiques changent tous les jours. Et donc, par recrutement, d'autres personnes se marient, sont divorcées, ont des enfants ou bien quittent l'armée. Et donc, ces chiffres ne sont qu'indicatifs. C'était pour les membres qui étaient au Canada en août 2017. Ça n'inclut pas des troupes qui évoluaient sur d'autres théâtres d'opération à l'extérieur du Canada. Ceci étant dit, en août 2017, il y avait 63 270 000 militaires en service au Canada et 34 910 épouses et 57 640 enfants de militaires.
Maintenant, où habitent-ils? La plupart de ces militaires habitent en Ontario et dans le passé, ils habitent dans des casernes, mais maintenant, ces casernes sont fermées et maintenant, ils vivent dans la communauté civile. Ceci étant dit, plus de 80% de nos forces et leurs familles habitent ou près de la base où ils sont mutés. Et maintenant, les recherches, et 56% de nos forces qui sont au Canada, surtout, ou sont mariées, ou bien sont en union civile, ou bien 16% sont séparés ou divorcés, et beaucoup de familles ont des enfants, et dans les familles qui ont des 14% sont des familles monoparentales. Maintenant, plus de la moitié de nos forces ont moins de 35 ans ou ont servi moins de 10 ans. Et par exemple, l'âge de 35 ans, c'était aussi des enfants de l'âge de 5 ans et des enfants et des adolescents. Maintenant, on a aussi analysé les sexes, donc, et on a constaté que le personnel était représenté que 5% du total femelle et la proportion et qui avait plus de responsabilités que les forces des hommes, de ces femmes, avec des enfants, 15% sont de femmes et 80% sont des hommes, c'est même que le ratio dans l'ensemble, et les forces qui sont des familles monoparentales, car 24% sont des femmes et 76% sont des hommes. Et similairement, et par exemple, les familles avec un enfant handicapé, 24% de femmes et 72% des hommes. Donc c'est plus élevé que le ratio général. Maintenant, le statut des enfants avec les enfants est aussi très très différent. Et par exemple, le personnel qui a des enfants, 11% sont seuls, 13% sont mariés et beaucoup d'autres, mais pour le personnel qui a des enfants, 7-18% sont des familles monoparentales, 20% sont mariés à un civil et 53% font partie d'un couple qui travaille tous les deux dans l'armée. Et donc, ça c'est à suggérer que les militaires femmes ont plus de responsabilités, mais elles sont aussi dans une culture différente et ça pourrait la transition beaucoup plus difficile. Donc aujourd'hui, pour mieux comprendre l'expérience des familles militaires, nous avons créé une famille. Et donc, il y a une carte utile, le recrutement, la formation, ensuite la mutation, et ensuite des blessures, et ensuite par la libération de l'armée, les familles doivent s'adapter aux défis qui émanent des contraintes militaires. Ensuite, ça commence avec ensuite de vivre comme adulte, par le mariage et avoir des enfants, par un divorce, et ensuite on commence par la retraite et par le décès. Chacune de ces événements nécessite des ajustements et aussi des changements à la famille. Parfois, ça pose des difficultés et parfois ça crée une résilience ou les deux. La recherche démontre que les familles militaires font face aux trois familles et des défis importants. Et donc, par la simplification et par les défis et les relations à géographie, et par des mutations, et comme c'est des familles dans les contraintes des opérations et les blessures ou les décès sur les théâtres d'opération. Et donc ces défis qui peuvent exagérer et sont exagérés par les défis de l'armée, et c'est-à-dire la santé mentale, le stress financier et des partenariats. Et dans les relations. Ceci étant dit, la grande majorité, 80% des familles militaires gèrent ces contraintes avec succès et sans résilience. 10% éprouvent des difficultés, mais il y a encore tellement d'inconnus en ce qui concerne les différentes compositions de famille et des différentes personnes. Notre expérience, on a trouvé dans la recherche pour chacun des trois défis. D'abord, la première difficulté, c'est les mutations. 1 sur 4 a reçu une mutation à une nouvelle base, et 1 sur 5 d'ensemble sont interprovinciales. Et donc, on a 10 000 familles qui déménagent tous les ans et 8 000 déménagent dans une nouvelle province. Ensuite, là, les motivations sont très, 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 très diverses en fonction de l'environnement, de la spécialisation et du grade. Donc, il est impossible de dire à quel point de déterminer la fréquence des déménagements dans une carrière de militaire.
Donc, voici les chiffres. Donc, causés par les déménagements. Maintenant, on sait qu'une sur cinq n'ont pas de médecin de famille. 3 sur 10 ont qui ont emploi. Et 6 à 10 à 18% ont d'autres contraintes qui rendent donc le déménagement plus difficile. Ensuite, 50% des familles ont une aggravation de leur situation familiale en raison d'un déménagement parce que le coût de la vie a monté et 25% des membres ont dit que leur situation familiale s'est améliorée et 25% disent que la situation financière n'a pas changé après le déménagement. Tous les membres de la famille, c'est aux adolescents qui ont le plus de mal en raison de la relocation académiquement et socialement. Et académique jusqu'aux jeunes par des programmes d'école différents et socialement parce que c'est les réseaux d'amicales et donc des jeunes et ça peut prouver plus de défis. Hamid, à toi. Opérationnel et demande plus l'éducation, les problèmes des absences dépendants. Donc, encore une fois, les familles à travers toute leur carrière. Et les 2 tiers des familles, à n'importe quel moment, ils ont la cause pour les adolescents et les absences qui sont impactées. Cela demande l'attachement très solide dans le parent et l'enfant pour pouvoir. La recherche nous a démontré que beaucoup moins est connu de ce qui se passe. Et cela, beaucoup de séparations et des absences courtes, et cela crée des désastres. Le 3e voyage et les défis, c'est la maladie et la mort. Depuis 2008 à 25% ont été affectés et c'est 13%. Ça a été drastiquement. Avant ça, il y avait 1000 chaque année et avant ça, le nombre a décliné encore une fois. Et donc, ça a été difficile à généraliser sur le temps. Parmi les ressources médicales, il y a le conseil psychologique et en tout, la majorité ont pu transitionner avec et il y a 25% qui avaient encore des difficultés. La recherche aujourd'hui a montré qu'on peut aider la famille plutôt que les relations interpersonnelles. On trouve que l'expérience a un effet négatif sur les personnes. Donc, pouvoir améliorer la santé et le bien-être est encore, cela dépend aussi du niveau de stress. Et il y a aussi le rôle critique de la communication est apparu encore plus clairement. Donc, avec toute cette information, les défis que les confrontent, et nous avons quelles sont les aides qui est disponible. Maintenant, il y a les programmes qui sont en ligne. Il y a plusieurs études qui ont montré qu'on a pu explorer tous ces résultats. En général, dépendant du service, 25% à 70% des familles sont au courant des services. Mais l'utilisation est assez basse. 1/3 des épouses étaient satisfaits de ce service qu'ils avaient reçu. Il y avait des services qui n'étaient pas disponibles, certains les services n'étaient pas pertinents pour eux. Et le support et le soutien à travers le pays maintenant, qu'est-ce que nous ne savons pas encore? Il y a beaucoup. On ne sait pas encore l'identité des familles. Qu'en est-il de ceux qui ne sont pas?
comment est-ce qu'ils souffrent l'impact de surveillance. Ils ont des besoins spéciaux. Il y a tant de choses qu'on ne sait pas. Quelles sont la comparaison avec la population générale? Quel est le contexte? Est-ce que ces familles, est-ce que pourquoi est-ce que certains luttent alors que d'autres non? Ou est-ce qu'ils juste parce qu'ils ne sont pas en train de prendre avantage de ce soutien qui existe? Quel est l'équilibre? Est-ce que il y a des preuves que les interventions de la population civile ou d'autres sources comparables? Qu'est-ce qu'on va faire encore à l'avenir? Comment est-ce qu'il y a plus de questions que de réponses? Avec Covid, cette année-ci, on a vu combien il y a de changements pour les familles. Alors combien encore on va pouvoir travailler pour pouvoir changer rapidement la recherche dans la direction qu'ils veulent? Et quelle est dans la pratique les preuves que nous avons et où est l'équilibre? Alors, est-ce que cela veut dire qu'il va falloir changer la direction? Et parmi les femmes aujourd'hui ont des possibilités alternatives pour aller prendre faire une carrière? Quelle est la vitesse avec laquelle il faudrait pouvoir intervenir auprès des familles? Est-ce que la façon pour aller de l'avant? Mais quel est donc l'équilibre entre se baser sur la recherche ou sur la pratique? Est-ce que tout ça a été traduit dans la pratique? Hein? Ça prend du temps pour pouvoir comprendre l'impact des services et pour pouvoir travailler avec 80% de ceux qui sont là. Et finalement, comment est-ce qu'on va donner la ressource nécessaire, le support nécessaire? Est-ce que nous sommes vraiment prêts pour pouvoir adapter rapidement et pouvoir partager cela et de sorte que l'on puisse travailler rapidement? Et puis, avec la prochaine présentation, mon collègue de l'Angleterre va pouvoir nous parler spécialement avec une expérience globale. Merci. Merci beaucoup, Linda, pour votre connaissance étendue dans le travail que vous faites. C'est formidable et continue à contribuer à notre compréhension des familles et des vétérans familles. Nous avons aussi, ça va directement dans le thème de diversité. On va continuer ce thème. Dr. Fia était un épidémiologiste au département académique au collège King's College pour la santé et la recherche médicale. Elle a commencé son travail en tant qu'épidémiologue. Elle a travaillé à l'université d'Oxford. Elle est devenue intéressée avec le militaire quand elle a commencé son rôle avec le ministère de la Défense de Grande-Bretagne. Elle va partager avec nous comment le travail que nous faisons au Canada peut travailler avec ce que nous avons fait rapidement pour ceux d'entre vous qui suivent sur Twitter ce qui est utilisé, les familles militaires et Military at Veterans. Donc, il y a un lien Twitter que je n'ai pas devant les yeux malheureusement. À vous. Thank you, Nora. Merci beaucoup pour cette présentation. Bon, merci de m'avoir invité pour faire participer à cette séance sur les familles militaires et j'ai l'occasion de vous parler du travail que j'ai fait en Grande-Bretagne à examiner, à regarder les familles militaires. C'est une organisation, le militaire, de très très longtemps et il y a différents types de familles. Ce qu'il faut comprendre historique à travers les archives,
pour voir les familles et les personnes. Normalement, les hommes vont dire avec leurs femmes et leurs enfants, les épouses. C'est intéressant que actuellement, la connaissance à propos des familles militaires dans la recherche est très limitée dans le passé. Quand je suis allé à King's College, il n'y avait pas de recherche qui avait été faite à l'époque pour examiner le bien-être des familles militaires. Ce n'est pas seulement au King's College, mais c'est aussi internationalement. En fait, le focus était sur les membres de l'armée eux-mêmes et les circonstances quand ils étaient impliqués dans des batailles, dans le champ de bataille et le bien-être. On connaissait très peu comment cela a impacté leur famille. Beaucoup a changé depuis et je suis heureuse de dire qu'il y avait beaucoup de changements, un accroissement dans la recherche qui est en train de faire et l'expérience et sur leur bien-être. Et qu'est-ce qu'on a pu trouver à King's? Je ne vais pas parler de toutes ces études aujourd'hui. Je crois cela me prendrait toute la journée et le soir, dans quelques jours. Donc, je voulais simplement apporter votre attention sur un certain nombre d'études que nous avons faites sur le terrain, dans ce domaine. Des études avec différentes grandes familles et qui a suivi les familles. Et vous allez voir comment les besoins ont changé avec le temps. Un nombre de ces études ont été complétées. Il y en a d'autres qui sont toujours en cours. Il y a une leçon, c'est de tirer des conclusions, ce qu'on a appris de ces études, et pouvoir en discuter dans l'espace des familles. Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à présent? Et ce n'est pas uniquement par rapport de notre recherche à King's, mais aussi de nos collègues qui en Grande-Bretagne et ailleurs dans le monde. On a appris l'importance d'inclure tous les membres de la famille, ceux qui existent et ceux qui n'existent pas. Ce qui arrive à un individu a un impact sur le reste de la famille. Il faut suivre les familles sur le temps, parce que les choses changent. La composition des familles change et l'expérience aussi change. Et on sait aussi garder en tête que c'est pas toujours négatif. Il faut différentes façons. Avant tout, pourquoi c'est important que nous ayons diverses perspectives. Donc, là, nous avons posé la question aux membres du personnel et de leurs partenaires, ce qu'elles percevaient comme a été l'impact sur eux-mêmes, sur leur chair, être cher et les relations, et s'ils avaient des enfants, sur leurs enfants. Et vous pouvez voir ici les données dans chacun de ces domaines. Nous avons demandé le personnel militaire et sur le membre de la famille. Nous avons avoir des différents points de vue quand on demande la question à partir non seulement du membre, mais aussi sur les autres. Donc l'importance de poser à différents membres de la famille la même question, on peut à ce moment-là avoir une image bien plus détaillée et à ce moment-là, on a une compréhension de ce qui se passe pour pouvoir les aider à ce moment-là. Comme on le sait, les familles, les membres n'existent pas en isolement. C'est ce que ça se passe sur un membre de la famille va impacter tout le reste. Par exemple, si quelqu'un n'est pas en bonne santé, cela va inclure d'autres membres de la famille, spécialement que ça ne marche pas. Ça va impacter les autres membres de la famille. Notre recherche a démontré que 30% des familles
marchent pas très bien. Ce que nous voulons dire est que ces familles ne font pas les choses ensemble, et ils ne partagent pas les expériences et leurs peines, etc. Nous avons aussi trouvé que quand les familles fonctionnent correctement, ils étaient plus à même d'avoir un bon impact sur la santé mentale du père et des autres. Euh, quand, quand le père qui a des émotions critiques envers les autres membres de la famille, et c'est important aussi pour les chercheurs, non seulement pour un individu, mais toutes les recherches montrent qu'il doit examiner divers individus dans la famille et l'importance des interactions, les interventions parfois. Il faut donc considérer les familles pour faire des interventions. Les choses changent sur le temps. La composition des familles change et l'expérience des gens se change et ça a un impact sur le sentimental. Et il y a un exemple ici. Et on a des données qu'on a collectées sur les enfants, les mêmes enfants, à deux espaces, à deux périodes dans le temps, dans l'espace. Vous pouvez voir que entre ces deux points dans le temps, les choses changent. Vous voyez que les familles qui n'avaient pas ton type de problème au, au début, mais ils en ont plus, et qui n'en avaient pas, et ça a baissé, et ça a changé, ça change. Donc, il faut constamment visiter ces familles, faire des efforts pour collecter ces données. On va collecter peut-être ce qu'on a collecté il y a 17 ans, et présentement, ça va être changé. C'est important donc de continuer à suivre ces familles pour nous assurer que l'intervention que nous avons est appropriée et au moment où de cette intervention. C'est pas totalement négatif. Il y a aussi de bonnes choses se passent. Et ils étaient très bons à parler des risques, des facteurs de risque. Qu'est-ce qui va aider les gens à... Il faut aussi penser à ce qui est le côté positif avec des familles militaires. Pas toutes les familles militaires sont impactées et souffrent, etc. En tout cas, comment c'est reflété dans les médias britanniques. C'est, il y a des enfants qui sont adolescents qui sont préparés à cette étude et j'ai tiré ici pour aujourd'hui. Ces enfants étaient très fiers de ce que leur père faisait et défend la reine et le pays. Et ils parlent aussi des opportunités qu'ils avaient parce que le père était dans le service militaire et aussi des opportunités à voyager et non seulement à l'intérieur de Grande-Bretagne, mais aussi internationalement, à visiter de nouveaux endroits et faire de nouveaux amis, etc. Et ensuite de ça, c'est important de montrer aux gens que ce n'est pas totalement noir, noirceur, mais qu'il y a aussi de bons côtés et l'impact sur les familles militaires. Donc, quels sont les sujets qui émergent maintenant de notre recherche? Donc, les études sur les époux de personnes, l'impact de COVID-19 pendant cette période et naturellement l'éducation des enfants de ces familles. Et il y a la question de rétention et comment est-ce qu'on peut les aider dans le voyage, dans l'éducation. Et il faut aussi parler du travail où nous sommes impliqués avec les familles militaires. Le premier dont on va parler, la santé mentale périnatale, sur les époux, les partenaires du personnel militaire qui sont enceintes et aussi on a pris des données sur les partenaires, les individus
qui ne sont pas en Grande-Bretagne et qu'on fait un contraste avec ces différentes familles. La raison pour laquelle nous avons fait ces études, c'est basé sur la littérature qui concerne avec la santé mentale de femmes qui ont des relations avec quelqu'un qui est, est sur la santé mentale spécialement et pendant la période qu'elle est enceinte. On a invité les femmes à participer à ce sondage et pendant la période de la grossesse et, et aussi et aussi ils ont participé à ces interviews qu'on a eues. Ça a été fait par un étudiant pour un doctorat. Ce travail continue. Donc, il faut prendre ces données avec un peu avec des pinces, parce que la question de la dépression et avec les partenaires civils ou qui ne sont pas et aussi le taux serait plus avec ceux qui ont des partenaires militaires, mais l'étude continue, mais ça paraît égal en ce moment-ci. En temps pour les interviews, on a demandé à ces femmes comment est-ce qu'ils peuvent se débrouiller et demander de l'aide. Et je dis que les femmes sont divisées en deux camps. Il y a un groupe qui sont... ça, ils se débrouillent. Ils prennent leurs responsabilités et ils continuent à aller robustement. Et cela devient une routine. Ils sont indépendantes. Il y a d'autres groupes de femmes qui sont... Elles cherchent de l'aide et ils ne savent pas et ils trouvent que c'est intéressant. Et comme partie de cette étude, il y a une petit livret qui a été pour montrer quelles sont les possibilités et pendant la grossesse et même après. Maintenant, les données que nous avons collectées jusqu'à présent pendant COVID, la pandémie, il y a sur les femmes qui attendent les bébés ou ceux qui ont déjà un bébé, les défis avec un nouveau bébé et pendant la pandémie et les restrictions, beaucoup de ces femmes parlent comment elles sont seules, elles sont isolées. Et donc, c'est important qu'on suive ces femmes dans le temps pour nous assurer qu'elles reçoivent le soutien dont elles ont besoin pendant cette période. Quand on va continuer avec COVID-19, on a complété un sondage sur les vétérans en Grande-Bretagne, les vétérans, et on a posé toute une série de questions que l'expérience avec COVID, l'impact que cela a eu sur la santé. J'ai pris ce qu'on a trouvé, 75% des enfants, la moitié de ces enfants sont plus que 18 ans et la moitié ont besoin d'avoir des arrangements pour les enfants, la garderie, à cause de la pandémie et cela cause des difficultés. Et ils avaient beaucoup plus de difficultés mentales et là, ce qui pour moi m'a frappé, le nombre de vétérans qui avaient des enfants de plus de 18 ans. Et on avait plus de chances de dire qu'ils étaient des sentiments d'isolement. Ceux qui ont des enfants dans la maison, cela vous sentirez plus connecté, vous ne seriez pas isolé. Donc, c'est important que nous examinions ces familles de vétérans. Comment est-ce que ça impacte les familles sur le bien-être, mais aussi le bien-être de leur famille. Donc, finalement, sur l'éducation, c'était une déclaration sur la diapo. Je suis allé dans 6 écoles différentes, 2 collèges différents et une seule université. Je crois que je vais continuer avec ça, qui parle
de répéter le même curriculum, les mêmes écoles et la rééducation à cause du service militaire. Les collègues à l'université de Winchester ont établi, ils disent que le service Children Progressive Alliance, c'est une initiative pour assurer que les potentiels éducationnels des enfants des personnels militaires sont pris en charge, que les enfants puissent faire la transition quand le parent bouge. Et afin de pouvoir atteindre cet objectif, nos collègues à l'université de Winchester ont établi ce qu'ils appellent un skip hub. En Grande-Bretagne, l'éducation est donnée au niveau local et ça varie à travers tout le pays. Et donc, le skip hubs sont au niveau local. Il faut comprendre dans les écoles, mais aussi dans les écoles secondaires, et pour partager ces meilleures pratiques et pour nous assurer que cette transition pour les enfants des familles militaires soit prise en charge dans l'étude secondaire et les hautes études. Ces hubs, il y en a un à Londres et à King's College à Londres et nous travaillons avec les communautés locales pour comprendre ce qui se passe avec les écoles et et dans d'autres universités. Donc, qu'est-ce que nous avons appris jusqu'à présent? Je savais, les familles militaires, ils ont toute une série de défis. Naturellement, il ne faut pas regarder simplement ce qui est négatif. Il faut nous regarder toute la famille communauté. Et donc, toutes les familles ne sont pas les mêmes. Malgré le fait qu'on se concentre sur ce qu'on appelle famille traditionnelle, ce que je veux dire, des collègues de Silver a fait une revue des familles militaires, la recherche qui a été faite dans ce domaine, et la plupart de la recherche vient des États-Unis, et la plupart de la recherche sur des familles, ceux qui sont mariés, des parents avec au moins un enfant. Et c'est souvent le père qui est dans l'armée, et que ce soit avec la femme qui n'est pas dans l'armée. Il y a aussi d'autres groupes, il y avait moins de recherche, et dans d'autres groupes, il n'y a presque pas de recherche. Je veux dire, nous devrions faire mieux et inclure une diversité de familles dans la recherche, non seulement pour nous assurer que nous comprenions bien le problème, mais comprendre quel type d'intervention il faut mettre en place pour les aider. Donc, quel est l'avenir? Il faut reconnaître qu'il y a une diversité de familles dans la recherche pour assurer que nous ayons les services et les interventions sont disponibles. Il faut nous assurer qu'il y ait un suivi et aussi qu'il y a des changements. Il faut comprendre ces changements qui se passent. Il y a aussi d'autres groupes qui n'apparaissent pas dans les études, par exemple des familles où la mère et les parents, ceux qui ont été blessés physiquement. Il y a beaucoup de travail qui est à faire. La recherche est continue. Et de ce que j'ai parlé aujourd'hui, ça n'a pas été fait par nous seuls. Il y a un certain nombre de collaborateurs à travers la Grande-Bretagne et même à l'international. Donc, je veux les remercier pour leur soutien et leur collaboration. Et heureusement, à l'avenir, aussi, et finalement, je voudrais remercier vous de vous être joints à nous aujourd'hui pour cette symposium. Merci. Je reprends.
voir qu'est-ce qui se passe ici au Canada est influencé et a un effet et produit un effet sur ce qui se passe ailleurs dans le monde. Maintenant, nous allons avoir nos conversations de panel avec les 3 présentateurs que vous avez vus ce matin, mais aussi on veut vous entendre sur votre santé, votre bien-être. Donc, on va vous donner une pause de 5 minutes. Et donc, donnez la chance au panel de s'organiser avec les caméras et on se retrouve dans 5 minutes. Donc, détendez-vous, allez chercher un verre d'eau et on se retrouve dans 5 minutes. Merci. Donc, on se retrouve. C'est un plaisir de vous présenter cette partie suivante de notre symposium qu'on appelle donc discussion numéro 1. Nous allons partager plus de détails sur la recherche. Nous allons nous cibler sur la connaissance. Donc, ça veut dire de prendre toute cette recherche et de la concrétiser. Donc, nous avons nos 3 présentatrices, Dr. Norris, Dr. Vera et Linda Manser, dont vous avez entendu les présentations. Nous avons 2 personnes supplémentaires qui nous rejoignent. Nous avons Shelley Hopkins, et Shelley est la directrice exécutive du Halifax and Regional Family Resource Center. Et donc, elle a appuyé les recherches depuis plus de 25 ans et elle veut recevoir du feedback et l'expérience des familles militaires et incorporer la recherche des familles militaires pour diriger et déterminer l'avenir de la recherche. Elle est donc le symbole des faits probants dans l'expérience et les faits probants. Et aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue à Tamara Kleinschmidt. Elle est directrice exécutive du Centre ressources et familles militaires à Trenton et elle est aussi l'une des pionnières de la transition des programmes avec les meilleures intentions et des programmes sur les faits probants. Et donc, elle travaille sur les effets et les recherches et l'innovation. Et donc, elle s'intéresse beaucoup à raccorder les familles avec les services dont elles ont besoin et je l'ai vu concrètement. Donc, bienvenue à nos panélistes. J'ai des questions des participants et aussi des questions que je voudrais poser moi-même. D'abord, une des questions, c'est où est cette recherche et quelles sont les étapes suivantes. Et cet enregistrement sera disponible au Silver YouTube et il y aura une variété de documents sur ce site, sur cette recherche. Et si vous cherchez des recherches sur les familles de militaires, c'est votre premier port de recherche. Donc, je vais demander aux 3 présentatrices s'il y a quelque chose, maintenant que vous êtes entendues l'une l'autre, quels sont les meilleurs enseignements, est-ce que vous retiendrez d'avoir entendu des autres? Donc, Deb, dites-nous de votre expérience, qu'est-ce que vous avez appris d'autres chercheuses et quelles sont les leçons que vous avez retenues? La meilleure retenue, je vais commencer en reconnaissant qui a été exprimé par les présentations des collègues, c'est que les vétérans et les familles de militaires ont certainement des problèmes qui sont tout à fait pertinents. Et à qui nous incombe de solutionner par des programmes. Mais dans ma carrière, j'ai eu l'occasion de travailler avec des collègues de qualité, dont 2 sont avec nous aujourd'hui. Ces familles sont très, très, très diverses, elles sont complexes, elles sont interdépendantes. Donc, la nature interdépendance de ces familles a été une révélation où ça m'a confirmé ce que je savais déjà. Aussi, la résilience, on en a parlé à plusieurs reprises ce matin, mais aussi la résilience n'est pas nécessairement un résultat
ce n'est pas une aptitude, mais ça émane de la synergie et de l'interdépendance entre les capacités des familles ou non pas à un certain moment et leur accès à des ressources et à des aides extérieures. Donc, deux grandes révélations, deux leçons que j'ai apprises, merci. Et je vais revenir à la résilience dans une minute, mais je vais demander à Nicolas, poser une question à Nicolas sur, vous avez dit dans votre présentation qu'il était important d'avoir le point de vue des familles, et une perspective d'une famille n'est pas nécessairement assez pour vous faire comprendre, et c'est vrai avec d'autres recherches auxquelles je pense, la recherche partout au monde, où les couples, on demande aux couples qui fait les tâches ménagères et on dit oh c'est 100% on partage, ah non 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 c'est pas partagé du tout, donc les maris et les épouses ont des points de vue très très différents sur le partage des tâches ménagères. Donc comment est-ce que vous prenez ce concept pour l'intégrer dans votre recherche et s'assurer que vous ayez ces points de vue différents? Merci Nora. C'est difficile. La première chose à dire, et je voudrais dire que quand on a commencé à faire des recherches, nous étions ciblés sur le vétéran ou le militaire. On a demandé leur expérience de la vie familiale et c'était et il faut voir maintenant voir ça de l'autre côté et quelle est l'expérience famille, et ils avaient les mêmes expériences et les mêmes opportunités ou difficultés. Donc nous avons, comme j'ai dit plus tôt, on va inclure les épouses, les partenaires, on essaye de suivre les familles même quand elles ne sont plus ensemble pour comprendre pourquoi les familles sont plus ensemble. Et maintenant, ce qui est supplémentaire aussi, c'est maintenant l'enfant ou bien l'adolescent, et donc c'est un autre vecteur ou un autre facteur. Il voit les choses encore d'un angle différent. Donc, en tant que chercheuse, c'est un peu désordonné. C'est peu structuré, et donc vous savez, en tant que chercheuse, on aime bien que les choses soient bien structurées, mais c'est pas la réalité. On habite dans le monde et les familles sont compliquées. Il y a du désordre dans les familles, elles sont pas forcément bien structurées. Donc on essaie vraiment de faire en sorte que toutes les familles participent à notre recherche, mais vous savez, c'est bénévole, mais on essaye de les encourager à parler des valeurs. Et il faut entendre leur voix et les expériences, et ça aidera les membres, aussi la communauté au sens large. Et je crois que ça se fait à l'échelle du monde, où on pensait que le bien-être de la famille, c'était la somme des éléments de la famille, et ce que votre recherche et la recherche de Linda montrent, c'est que c'est pas nécessairement vrai. Linda, les gens veulent poser des questions sur votre recherche et où ils peuvent avoir accès à votre recherche. Faites-nous savoir si cette information est publique ou bien où on peut avoir accès à ces informations. Oui, l'un des articles, c'est dans... Enfin, certains articles édicts sont dans le Journal of Family Health et c'est facile à trouver. Il y a un site web que je me souviens plus, mais il y a aussi de recherche qui est affiché sur capconnection.ca. Ok, très bien. Linda, vous avez beaucoup parlé du désordre des familles, comme Nicolas l'a dit, mais vous avez aussi dit que c'était une cible mobile, et toutes les présentations aujourd'hui ont parlé du tissu complexe des familles, parce que d'un jour à un autre, ça change. Ce qu'on a dit à l'Institut Vanier, c'est que les familles sont les institutions les plus adaptables dans nos sociétés et changent sans arrêt. Par exemple, sur 200 ans, les anciennes expériences familiales actuelles et l'avenir, ça a un effet sur le bien-être des familles. Dans le travail que vous avez fait, y a-t-il eu des conclusions ou des études ayant trait à la complexité de ces familles et en particulier les expériences d'une surreprésentation des femmes en tant que famille monoparentale?
et les membres femmes qui ont un partenaire homme civil. Donc, vous pouvez nous indiquer, oui, certainement, dans la recherche qui a été faite, il y a peu de recherche qui a été faite. Je crois que Nicolas et on a parlé, notre recherche est ciblée est ciblé sur la militaire femme. Il y a eu des recherches sur les questions de sexe et d'égalité entre hommes et femmes qu'on va et on commence à comprendre le point de vue des militaires femmes. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Est-ce qu'on sait quelque chose du point de vue du militaire homme dans les familles monoparentales? Non, pratiquement pas, et même pas des enfants non plus. Mais c'est une tâche considérable parce que on sait que dans les populations civiles, les rôles des sexes, pose encore problème. Et bien sûr, ce sera aussi un problème dans les familles militaires qui ont une culture, une structure très, très, très différente. Donc, oui. C'est vraiment un sujet chaud, un sujet d'actualité. Charlie, maintenant, en parlant de termes concrets, est-ce que vous avez eu des expériences différentes à essayer d'aider les familles militaires s'il y a, par exemple, une histoire familiale dans l'histoire, ou bien si le partenaire ou l'époux vient d'une famille militaire? Est-ce que vous voyez des différentes où les gens cherchent de l'aide ou ne cherchent pas d'aide en raison de l'idée traditionnelle de l'indépendance et de l'autogestion ou l'autodétermination, ou bien débrouille-toi, que ça ne t'ennuie pas, tu vas t'en sortir tout seul? Est-ce que vous voyez ça en termes concrets? L'une des choses qu'on entend souvent, c'est les familles de militaires savent à quoi s'attendre. Et ce qu'on dit, c'est pas vrai du tout. Vous n'avez aucune idée quand vous êtes engagé dans l'armée. Vous n'avez aucune idée de ce que vous attendiez. Ou bien ensuite, vous avez une famille avec un militaire, et puis ensuite vous êtes muté. Ou bien vous devez abandonner votre emploi. Les familles ne comprenaient pas nécessairement, ne savaient pas à quoi s'attendre, et je crois qu'il y a vraiment une évolution. Si vous épousez un militaire, maintenant vous comprenez un petit peu ce que c'est et que vous pouvez vous attendre à des déménagements. Est-ce que ça voulait dire d'avoir un partenaire qui vous rejoint? Mais parce que les nouveaux membres, et on voit beaucoup de personnes qui nous rejoignent, qui rejoignent plus tard de la vie avec avec des familles, et donc vous avez du coparentage, donc c'est très très différent. Je crois que pour le nouveau militaire et la famille, ils peuvent comprendre la vie militaire, mais je crois que ces deux expériences sont très très différentes, et c'est pour ça qu'il faut une approche centrée sur sa famille. Chaque famille est unique, chaque famille est différente. Merci Linda, la recherche que vous avez faite avec CAP. Y a-t-il eu une emphase sur le cycle de vie que connaissent les familles? Est-ce que vous avez pu voir l'expérience militaire moderne par rapport à l'expérience militaire historique? Y a-t-il des différences? Et je vais peut-être oui, c'est une question intéressante. On n'a pas fait vraiment une comparaison, mais on sait que ça change, et je crois que où je peux vous donner peut-être un petit contexte, et si on voit ce que nous cherchions il y a 10 ans ou il y a 20 ans, nous cherchions comment est-ce qu'on peut aider les familles dans les obstacles, les difficultés, quel est l'effet sur l'enfant, sur son comportement ou sur sa santé mentale? Pourquoi est-ce qu'il y a un chômage chronique chez les partenaires de militaires? Et donc on pensait que les familles de militaires s'effondraient, les familles se brisaient, et les divorces étaient dus à des facteurs militaires. Ensuite, il y a 10 ans, on pensait que la cause donc des divorces, c'était les difficultés de l'armée, et on pensait que ça changeait. C'est quelque chose qu'on peut pas remédier. Donc on a cherché plutôt les symptômes. Maintenant, je crois qu'on voit beaucoup d'évolution. On pose ces questions.
comme si la famille est en difficulté, est-ce que c'est en raison des difficultés militaires ou bien est-ce que la famille aurait connu des tensions indépendamment des facteurs militaires dans la famille, donc la cause des difficultés. Mais on s'est aussi posé la question, est-ce que les difficultés posées par l'armée, est-ce que ça change ou bien est-ce qu'on peut modifier ces défis ou les surmonter? Par exemple, les déménagements, les nouvelles mutations, on sait combien des mutations sont fréquentes. Est-ce que c'est absolument nécessaire qu'il y ait des mutations? Ou bien si les mutations sont causées par des promotions, eh ben, la famille peut avoir une conversation sur ces mutations qui entraînent des mutations. Est-ce que c'est ton tour d'avoir une promotion? Est-ce que c'est mon tour d'avoir une promotion? Est-ce que ça vaut le risque de déménager l'enfant et de le changer d'école? Ou bien est-ce qu'on ne peut pas retarder la promotion d'1 an pour qu'on puisse s'adapter à la mutation à venir? Et donc on commence à changer tout ceci et on sait que les familles, il y a de souplesse et l'armée s'en occupe aussi de façon très 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 active. Donc il faut chercher de chercher les symptômes et plutôt rechercher les causes. Tamara, dans votre expérience, on a entendu de la présentation que chacun ait mentionné le décalage ou l'évolution, où on classe les familles militaires comme étant abîmées ou en difficulté et à risque, et des familles fortes, résilientes, courageuses. Et quand on voit maintenant ces éléments probants sur le terrain et on commence de courage et de force et de fierté, ça me fait réfléchir à des travaux du Dr. Hadi Kram, que tout le monde est courageux, fort et résilient jusqu'à ce qu'il perde ses qualités. Et vous êtes en première ligne, vous voyez ceci, vous en êtes le témoin concret tous les jours. Comment est-ce que vous prenez comment vous adaptez toute cette recherche et vous appliquez cette recherche dans vos programmes? C'est vraiment intéressant, ça nous donne une base sur laquelle travailler et coordonner ceci avec les conversations que nous avons avec les familles. Ça rend cette recherche vraiment, c'est un atout qu'on peut exploiter. Dès qu'on commence à écouter aux familles, on comprend les défis à ce moment précis des familles et avoir un bon groupe de personnes qui ont connu beaucoup de ces difficultés et commencer à dire oui, un membre de la famille fort, mais ce mouvement était plus difficile parce que ceci, ou bien mes circonstances familiales étaient plus difficiles à cause de ceci. Et la recherche qui est faite maintenant, ça nous donne un peu une fenêtre pour comprendre pourquoi ces défis sont peut-être plus monumentaux, plus difficiles à surmonter pour les familles à un moment donné. C'est certain. Nicolas, vous avez parlé de votre étude sur Covid-19 et l'effet du Covid sur les familles de vétérans ou de militaires, avec l'expérience, avec l'isolation, la séparation, les absences causées par Covid, dont Lida et Deb ont décrit dans la présentation. Y a-t-il des facteurs ou des expériences protectives que les familles de vétérans contribuent et qui les aident à gérer ceci? Y a-t-il quelque chose qu'on peut s'inspirer pour cette expérience pour gérer Covid? Oui, ce que l'on a constaté, c'est que dans notre communauté de vétérans qu'on a étudié, ce sont des référents plus vétérans et c'était des familles qui étaient en service en Afghanistan. Donc on peut parler de des vétérans plus jeunes ou plus âgés, mais du point de vue de santé mentale, les facteurs de santé mentale sont très 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 similaires avant Covid ou pendant Covid, et c'est vrai certainement au Royaume-Uni. Et on pense que peut-être il y a certaines de ces aptitudes que vous avez été formé en tant que militaire. Et vous avez l'habitude de traiter de faire face à l'adversité et à des situations inhabituelles. Donc nous pensons que sur la base des données que nous voyons, on constate un petit peu de ces effets. Oui, nous avons
écrit un article qui a été publié dans le Semd Journal où on a pu constater, observer l'expérience des familles militaires pendant les déploiements et les traduire dans comment les familles militaires font face à ces familles pendant le déploiement et comment ça peut se traduire en outils d'aide pour les familles de travailleurs de premier plan pendant Covid. Et je peux vous donner le lien vers cet article si vous le souhaitez. Merci. L'une des choses que j'ai demandé aux panélistes avant aujourd'hui, c'était de partager un petit peu leur parcours dans l'étude et travailler avec des familles de militaires et de vétérans. Et je voulais savoir s'ils avaient des liens avec les militaires et comment est-ce que leur famille ou leurs amis ou leurs collègues pourraient les décrire en un mot. Et Deb, bien que vous n'avez pas fait partie des familles de militaires, vous avez connu beaucoup de mouvements en tant qu'enfant dans une famille et donc vous avez trouvé des camaraderies en tant qu'enfant avec des gens dans les forces aériennes et vos amis vous disent que vous êtes très 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 engagés. Comment est-ce que votre engagement vous aide dans cette expérience et comment est-ce que votre expérience de la banque vous aide? C'est une bonne question et je crois ça me ramène à ce que je vous ai dit sur ce qui a commencé ce symposium aujourd'hui. J'ai vu ma mère comme la femme d'un banquier dans les années 70 et elle a pu s'adapter, mais et on nous a dit un mercredi que mon père serait transféré lundi et qu'il fallait donc remplir les cartons et déménager. Et donc j'ai pu comprendre ceci, mais ma compréhension était très limitée. Mais je pouvais constater les travaux tous les jours et qu'on prenait pour acquis et qu'on ne comprenait pas et que c'est partie de la mission à la banque à un certain niveau. Peut-être que je me rends compte maintenant. Donc maintenant, aujourd'hui, quand le centre de ressources des familles de Shirley, j'ai entendu un commentaire lors d'une pause café, lors de ces premiers programmes que j'ai animés, où le partenaire dans l'armée disait, nous voilà, il faut travailler, et c'est devenu le titre de ma thèse de doctorat que je présentais en même temps dans les années 90 parce que j'étais fasciné par la nature de ce travail, ce que supposait ce travail. Et ça m'a rappelé l'histoire de ma mère, vous savez, par exemple, déménager toute la famille vers une nouvelle communauté. Merci, Shirley. On sait que vous êtes orienté sur les actions. Dans une phrase ou deux, comment est-ce que ça vous aide à appliquer la recherche dans vos programmes? De nombreuses familles, nous avons une position de Carol, dans le panel qui a des évaluations. Donc, la recherche et le feedback des familles et les conversations dans notre MRC, et on parle toujours. J'ai eu aussi l'occasion de faire Simber, donc on parle toujours de la recherche et j'ai eu beaucoup de conversations avec Linda sur comment on peut traduire la recherche en pratique. Donc maintenant, c'est vraiment pour nous, c'est la modernisation et s'assurer que la famille sache que l'université d'aujourd'hui, c'était pas comme c'était il y a 10 ans et que notre seconde approche et qu'on utilisait de la recherche et on utilise leur feedback pour informer et traduire cette recherche en pratique et à des occasions de mettre la pratique dans les connaissances que vous avez dans les mains donc des chercheurs. Merci. Tamara, dans une phrase ou deux, comment est-ce que être sans crainte et impulsif vous aide à transférer les connaissances en pratique? Je sais. Non. Ce que ça veut dire, c'est qu'on écoute à des familles et que plutôt que d'écouter ce que nous pouvons faire ou ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on ne peut pas faire à cause du système, c'est de plonger tête la première et dire trouve un moyen pour rendre ceci possible. Et c'est l'exemple que j'ai, c'est une mission
d'une proposition pour une clinique, et c'est vraiment quelque chose intimidant, et ça change la façon dont nous faisons les choses, mais c'est ce que font les chercheurs, les familles, et c'est une priorité pour les familles. Donc c'est la partie intrépide, et nous avons la chance d'avoir un conseil d'administration qui est intrépide aussi, donc ça va très bien. Hamid, à toi. Hamid, à toi. Comment est-ce que vous allez terminer cette phrase? C'est un peu difficile, ça. Je dirais que nous espérons que nous pourrons créer un environnement en toute honnêteté où on peut apprendre de l'un des autres. Si on est, au lieu d'être dans des silos, mais on pourrait à ce moment-là réagir rapidement. Nicolas, vous êtes patient, vous êtes têtu, vous êtes si on pourrait apprendre et travailler ensemble face à face au lieu de le faire comme je crois que c'est peut-être pas possible, mais j'espère que ça va pouvoir être possible après Covid. Qu'en est-il? Ce serait possible si on pouvait faire agrandir le terrain et former plus de praticiens et de médecins échelés. Si on pourrait avoir plus de familles à participer aux recherches, cela pourrait nous aider à avoir d'autres familles aidées. Et le nombre d'études, et si vous savez d'autres familles qui sont intéressées à participer à la recherche, spécialement à ajouter à l'éducation, s'il vous plaît, il y a beaucoup de chercheurs qui seront intéressés. Tamara, à vous, qu'est-ce qui serait intéressant? Je souhaiterais, je l'ai dit depuis plusieurs années, je ne vais pas cesser. Ce serait formidable si on avait une façon établie de pouvoir parler et d'avoir des conversations directement avec les familles, plutôt que de marcher tout autour d'eux. Merci beaucoup. Merci à tous d'entre vous pour ce que vous avez contribué, et votre recherche est toujours bienvenue. Merci à ceux qui donnent des preuves, pour ceux qui cherchent, pour ceux qui mais merci beaucoup. On va maintenant passer au deuxième panel, numéro 2. Pendant que nous allons bouger les caméras, je vais partager avec vous ce qui s'en vient avec panel. Ça va prendre là ce où on a quitté avec panel 1. C'est avec mettre en pratique la connaissance. On prend toute cette connaissance, cette expérience, et vraiment mettre en action pour faire des changements, pour qu'il y ait un impact sur la vie des vétérans, des familles de vétérans militaires, et pour leur bien-être. C'est mon plaisir, mon honneur de présenter ce panel. Avant tout, nous avons Cindy Mills. Si autrement, vous avez vu sur les revues Lifestyle, elle est quelqu'un c'est un écrivain, elle est une femme militaire, elle est une des écrivains qui écrit le plus et soutient les familles militaires. Nous avons Nathan Svensson, il est avec un directeur de recherche au département des affaires de vétérans, et il est dans le cadre des surveillances. Il est aussi le CRA, le département du gouvernement, quand il a travaillé sur des méthodologies sur les familles. Nathan a aussi un parcours, et en tant qu'une famille connectée aux militaires, il a été avec des familles de l'OTAN. Nora, et elle est maintenant à Halifax, travaille avec les familles militaires. Elle a une approche centrée sur les familles militaires qui apporte beaucoup de résultats à travers le monde. Et finalement,
Mais le major Nathalie Auger est présentement impliquée. Je vais cet acronyme DPS. C'est, c'est le commande personnel militaire du gouvernement du Canada. Et elle est aussi membre d'une famille militaire. Elle nous a apporté toute une série d'introspection. Et on va donc parler euh, comment mettre en pratique la connaissance. Et nous allons, on va commencer avec ce groupe. Je vais, avec Nathan, avec vous. Vous avez entendu toute la complexité de la recherche. Vous êtes été impliqué avec les familles vétérans, qui est une cible qui bouge. C'est divers, et en structure et en expérience. Comment est-ce que compléter la phrase, ce serait formidable si, je veux donner une déclaration globale, ça aurait été formidable pour de bien comprendre comment comprendre le bien-être des vétérans et vice-versa. Et pour aller un peu plus loin, un des participants a demandé, comme nous avons cette recherche, est-ce que cela va être traduit en financement de recherche et pour la recherche? Au cours des 2 dernières années, la Défense nationale et les affaires des vétérans, ils ont travaillé ensemble pour revoir la transition pour les familles des militaires, pour chercher les gens qui échappent et tombent. Donc, et les études des expériences des familles, qualitativement et quantitativement, pour essayer d'identifier quels sont ceux qui sont sous-représentés dans les recherches. Donc, ils ont, dans les années précédentes, un cours, une initiative, les gens qui sont sur le point de disparaître, il y a un réseau de soutien qui peut donc ce processus est un exemple de recherche qui est informé qui est par la réalité. Alors que nous allons écouter ces panélistes de répondre ce serait formidable si ce qu'on essaie de voir, c'est l'inspiration et les aspirations à aller d'avant. Je vais inviter chacun des participants dans le chat de comment est-ce que vous pourriez compléter cette phrase. Ce serait formidable si vous êtes sur le terrain, vous avez essayé d'évaluer, vous êtes focalisé sur la famille. Comment est-ce que vous répondriez à cela? Votre micro, Sarah? Il faut mettre les dollars. Chaque fois que quelqu'un dit euh, micro, il faut mettre $1 dans le bol. À ce moment-là, on aurait beaucoup d'argent. Je suis si emballé à écouter. Je crois que ça change d'écouter que ça aurait été formidable si nous étions tous collectivement prêts à aller d'avant. Ça a été beaucoup de moments qui étaient mais c'est formidable de mettre tous ensemble pour être plus de cohérence. Comment collaborer sur le terrain? Comment est-ce qu'on peut avoir cette communication autour de nous pour que ça marche, pour que les gens puissent évaluer si ça vraiment apporte les changements qu'on veut. Vraiment travailler avec les familles. Je veux vraiment entendre ce que les familles comprennent et avoir cette information. Comment est-ce qu'on peut leur donner cette information? Comment est-ce qu'on pouvait être prêt pour la recherche? Roger, dites-moi un peu, Nathalie Auger, le travail, comment vous pensez qu'on peut avoir plus de familles militaires impliquées dans la recherche et impliquées dans le processus de collection
et comment est-ce qu'on pourrait répondre à la question? Ce serait formidable si, oui, je suis d'accord, je suis d'accord avec ce qui a été dit. C'est un besoin important et critique d'avoir les familles impliquées dans la recherche parce que eux savent de ce dont ils ont besoin. Je commencerai par dire, je suis très idéaliste. Je vais compléter cette phrase en disant, ce serait formidable si, pour moi, penser, j'étais grandi sur une base, ce que cela voulait dire pour moi, ça aurait été formidable si les familles militaires se sentaient comme étant une partie de la famille militaire. Il y a comme un disconnect, ce titre qu'on met sur eux. Ils ne se sentent pas comme étant que nous sommes en train de les soutenir. Ce serait mon souhait. Euh, donc, pour retourner à la question initiale, ce que notre équipe fait, nous prenons toute cette recherche formidable dont Linda a parlé et chez avoir cette plante. Toute cette recherche, on peut le prendre, on essaie de l'incorporer dans les familles, les stratégies pour les familles militaires qui se penchent sur deux lits d'attaque, si je peux utiliser ce mot. Premièrement, qu'est-ce qu'est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait faire pour les familles? On l'a appelé, c'est pour essayer de voir une structure à travers tout le Canada. Et naturellement, cela s'adresse un peu à ce que les gens devraient s'attendre à recevoir les mêmes services n'importe où ils sont. Et deuxièmement, ce qu'on peut avoir un Canada qui est vraiment convivial, c'est une des choses qu'on pourrait faire, influencer à travers nos partenaires au niveau provincial et parce qu'ils sont en dehors des forces armées. C'est là où on essaie de pousser la recherche à travers nos représentants provinciaux et partenaires et, et c'est les données que nous avons reçues. Comment est-ce qu'on peut travailler ensemble pour soulager un peu de ces problèmes? C'est un peu comme c'est être prêt pour la recherche et euh, apporter les gens qui ont la connaissance avec ceux qui sont sur le terrain, qui vont pouvoir être actifs sur le terrain. C'est qu'est-ce que vous diriez à la réponse si on dit qu'est-ce que vos lecteurs diraient? Laisse-moi penser. Je, pour moi, c'est pour les familles qui, je me demande si c'est là le problème. J'étais partie d'une famille militaire depuis 30 ans. À l'époque, quand j'étais IMF français, je ne sais pas que l'on n'a pas besoin. C'est pas ce que je suis en train de dire. Il y avait un, une grande esprit de camaraderie et les familles qui étaient sur une base plutôt que ceux qui sont à l'extérieur. Nous serions sur les porches à mesure que les militaires a évolué, l'armée a évolué. Nous avons maintenant 6000 personnes qui à Petawawa. La communauté et c'est un peu désagrégé. On n'a plus en action aujourd'hui. On n'a pas les mêmes connexions et je ne sais pas à qui cette responsabilité incombe. Est-ce que c'est sur les familles? Euh, c'est MFAC. Nous sommes tombés dans des communautés et je crois que euh, il faut faire autant comme Heidi a dit, que tout s'est désagrégé et, et, et ça se perd. Euh, et on ne savez plus vers qui tourner. Et donc, ce serait formidable si on avait un sentiment de camaraderie et d'interaction. Nous ne réalisons pas vraiment ce que nous recherchons. Les gens ne savent pas ce qui leur manque. Pour certains des nouveaux, ils n'ont jamais eu ce sentiment. Merci beaucoup.
votre famille et vos amis vous décrivent comme étant toujours curieuse et vous apportez cette énergie dans les conversations. Merci beaucoup pour, avec le travail que vous faites avec votre revue. Major Auger, pour la parole de la fin, on va faire le même tour de table avec tout le monde. Votre, de vos collègues et comment est-ce que être consciencieuse, comment est-ce que vous trouvez des façons de faire réaliser cette vision, de faire cela possible pour les gens d'accéder à vos services. Pour moi, je commençais par dire, mes co-travailleurs, et je les rends folles, je les pousse à la folie, mais je continue d'essayer de trouver des effets secondaires, ce que je voudrais faire. S'il y a une politique qui a une valeur de face, il y a un deuxième, ça aggrave d'autres défis sur les côtés. Donc, je continue, ouvre des portes, je vois d'autres choses, j'ouvre une autre porte, et donc je dirais que cette qualité m'aide, j'espère, m'assurer que les politiques sont en place, qui ont fait du bien. Donc, Sarah, vous êtes curieuse. Comment est-ce que cela vous a aidé à réaliser votre vision? Que ce serait formidable si vous étiez prêt pour la recherche. La question, poser des questions à mes collègues, constamment être en conversation et chercher de l'information et avec curiosité. Voilà, je crois que ce qui m'aiderait, ce qu'on n'a pas, c'est comment est-ce qu'on continue à être curieuse et moderniser et aller de l'avant avec ce. Merci, formidable. Et là, les gens qui ont leur micro allumé, Nathan, vous pourriez me dire qu'est-ce que cela vous aide à réaliser votre vision? Je vais répéter ce que Nathan a dit. Regardez ce qui est en premier, en deuxième, etc. Cela aide souvent dans un département. Il peut y avoir beaucoup d'enthousiasme, de pression sur le sujet du jour, faire ceci et cela. Mais quand on regarde devant, ça peut être maintenant bon, mais plus loin, il pourrait y avoir des gens qui ont été impactés négativement et qui n'ont pu avoir. Je crois qu'il faudrait pousser la recherche. J'aurais oublié si je ne prends ça cette occasion pour quels devraient être les bénéfices si nous avions cet événement qui va se passer en mai, à pouvoir comprendre la démographie et les familles, de comprendre qui ne sont pas impliqués dans ce processus, non seulement que tous les vétérans, s'ils pouvaient s'identifier comme étant des vétérans avec il faut où ils sont dans la famille, les relations avec le vétéran de la famille, les familles et les familles militaires. Donc nous aurions un meilleur image. Donc j'ouvre la porte à la recherche de regarder comment les familles vivent ensemble et aussi à d'autres questions, la structure des familles. Les familles racialisées, qui ont des handicaps, etc. Donc, c'est un moment critique dans la vie. Donc, les participants ont posé parmi ces questions, comment est-ce qu'on peut séparer les données? On n'a pas pu le faire, mais jusqu'à présent, on va déjà commencer à parler de Census 2021. Donc, dans l'histoire du Canada, ce serait formidable d'avoir ce thème dans ce sondage, de faire cette année-ci, on va pouvoir commencer à voir en printemps 2022, ça vient, on commençait à comprendre les familles vétérans des familles militaires. Donc, on va ouvrir
les portes, être prêt pour la recherche, pour nous donner le travail de base que les chercheurs ont fait jusqu'à présent. Et Cara, le mot de la fin pour vous, et puis on va passer la parole à Cindy. Donc, la curieuse, réflective, allez, en allant Cara. Je suis très emballé d'être prête pour la recherche. Nous sommes en train d'en passer du temps pour savoir où on a été et où est-ce qu'on s'en va. On a des recherches canadiennes, on va avoir encore plus. Et entre les familles et la collaboration avec les gens, je crois, c'est emballant. J'ai 20 ans qu'on travaille avec les familles qui attendent cela. Cindy, quant à vous, Cindy, excusez-moi, excusez-moi, ce que m'attends de la recherche, je crois que c'est emballant, que ça va être avoir un sentiment de combien de vétérans qui sont là, dont on n'entend rien. Je crois, là, comme on sait tous, c'est pas un secret, il y a beaucoup de familles militaires qui et on ne sait pas combien d'entre nous qui sont là, dehors, quelle est notre population vraiment qui sont partis des forces armées. Major G, le dernier mot pour vous. Est-ce que vous attendiez sur le côté devant nous et à l'avenir? Je crois que un mot, il faut que les gens soient au courant. Une chose qu'on a entendu d'un de nos représentants provinciaux, que la population n'est pas, ils prennent en ligne de compte, ils ne sont pas au courant des défis auxquels font face les familles militaires. On espère qu'on va pouvoir vraiment avoir les données à travers le Canada. Et donc, si on reste ensemble, ça va nous aider. Merci. Nous n'avons pas reçu, ce serait formidable, des participants. Est-ce que bientôt, ce que je voudrais faire, c'est prendre un moment pour vous remercier tous pour votre curiosité, vos réflexions, vos pensées, votre demande, votre curiosité, votre sérieux et les réflexions que vous avez données aujourd'hui, de nous avoir inspiré des aspirations et des aspirations. Nous avons entendu beaucoup des familles et leur diversité, leur complexité. Nous avons aussi entendu ce que ça veut dire la recherche sur les familles militaires des vétérans, comment est-ce que cela peut impacter pour ceux qui donnent les services, qui fournissent ces services et pour les membres même. Nous avons vu combien il y a tant de capacités de la collaboration entre les chercheurs et les fournisseurs de services. Nous avons entendu aussi combien la recherche peut être appliquée maintenant, tout de suite, et comment c'est important d'avoir des pratiques basées sur la recherche de les données et vice-versa. Et comment nous avons appris comment c'est important, Sylvain, et pour consolider et amener ensemble tout cela. Et donc, je vais officiellement terminer mon rôle sur ce symposium et passer la parole à Eddie Graham qui va donner des remarques à la fin. Je voudrais, et Heidi va le faire. Merci beaucoup et merci beaucoup à tous les panélistes. Merci beaucoup, Nora. Je crois que ça a été une matinée formidable d'apprendre et toutes les choses. Tout est possible. Et merci les gars qui sont sur les chats. Il y a beaucoup de bonnes questions. Nous sommes maintenant à un moment où on va commencer à regarder toutes ces choses qu'on peut maintenant ouvrir. Auparavant, on ne peut pas le faire. Le travail qui a été décrit aujourd'hui. Donc, l'événement a été un point de réflexion, de pouvoir réfléchir d'où nous sommes venus et être vraiment emballés avec ce qui est possible
vers l'avant. Si on peut, avec ce forum, et si on pouvait on pourrait, une conversation qu'on n'aurait pas pu arrêter, on ne va pas, on va continuer à parler. Donc, qu'on continue cette conversation et qu'on espère l'avenir virtuellement à travers le courriel, avec les commentaires, éventuellement et cette phase que nous vous remercions pour votre participation et nous voulons entendre de vous les questions, les problèmes dont on a parlé, les possibilités en allant de l'avant. Et je voudrais remercier les présentateurs, les présentatrices, les stagiaires et avec Nora et ceux qui ont fait ce aujourd'hui possible. Merci beaucoup. Dave. Merci à tous nos participants. Merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Nora, merci encore une fois pour votre leadership et dans l'unité et pour les vétérans et la recherche pour nous aider à joindre les points. Avant de partir, je voudrais ajouter remercier les panélistes et les présentateurs pour leur expertise et qui va nous aider à grandir. Merci beaucoup et que ce soit resté en bonne santé.